Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à bord de notre vaisseau Human. Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société ? Une émission régulière qui passe sur les réseaux sociaux et sur différentes fréquences de radio libres, disait-on et dit-on encore. Avec aujourd'hui un thème, la désobéissance civile, et 4 invités que je vous nomme immédiatement, sur lesquels on revient ensuite. J'ai nommé d'abord 2 militants, Tatiana Gill, bonjour. Bonjour. Un deuxième militant, Alex Monvernet, bonjour. Bonjour. Et puis 2 avocats, un avocat à Lyon, il s'appelle Thomas Fourré, bonjour. Bonjour. Et enfin Nicolas Gallon, qui est avocat à Montpellier. Bonjour Nicolas Gallon. Bonjour. Voilà. Alors, on va commencer par, à tout seigneur, tout honneur, par les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire par les militants. Et parmi les militants, vous m'autoriserez à interroger d'abord Tatiana. Donc, Tatiana, vous appartenez à un mouvement qui s'appelle Alternatiba, ANV, c'est-à-dire Action non violente, c'est ça ? C'est ça. Rhône ? Oui. Dont vous êtes la porte-parole. Oui, voilà, je suis porte-parole du collectif Alternatiba ANV Rhône. On est surtout sur Lyon. Et donc j'ai été porte-parole de ce collectif sur un procès d'un décrocheur de portraits, Charles Delacombe, cette année. Et donc aussi à une manifestation le 9 mai, une manifestation pour une vraie loi climat. Voilà, alors on va parler du décrocheur de portrait. Qu'est-ce qu'un décrocheur de portrait ? Et pourquoi est-ce qu'un décrocheur de portrait serait-il quelqu'un qui passerait devant un tribunal ? Donc en fait, un décrocheur de portrait, c'est quelqu'un qui a fait partie d'une série d'actions. Il y en a eu beaucoup en France. Je crois que c'est 130 décrochages de portraits en France. Mais quels portraits ? Les portraits c'est de les qui ? portraits du président de la République, Emmanuel Macron, qui ont été décrochés pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Et donc, Charles Delacombe avait décroché un portrait à la mairie de Villeurbanne. Malheureusement, donc, n'avait pas pu l'emporter. Il avait dû le laisser sur place parce qu'il y a un vigile qui était venu chercher ce portrait. Mais donc il a été jugé pour avoir, alors c'était à l'origine, il a été jugé pour détournement de portrait présidentiel. Finalement, il y a une infraction spécifique, détournement de portrait présidentiel, j'ignorais. Détournement, non, c'est pas une infraction spécifique, non. Mais c'est détournement je ne sais plus le mot exact, mais ça entrait dans l'infraction détournement. Voilà. D'accord. Et puis donc finalement, il a été jugé pour tentative de vol. Tentative de vol, voilà, parce qu'il n'a pas réussi son vol, étant donné qu'il n'a pas pu emmener le... Mais enfin, il a essayé de voler ce portrait. Alors pourquoi ces militants ont-ils, à une certaine époque, décroché les portraits officiels du président de la République, portrait qui est dans toutes les mairies de France ? Alors donc le but c'était d'être entendu, de montrer de dénoncer l'inaction climatique de la part du gouvernement, donc de faire parler de ça. Après donc il y a eu ces décrochages de portraits partout en France, donc les portraits qui avaient pu être ramenés ont été déplacés dans des manifestations, dans des événements pour mettre en face du président les réalités donc, qu'on voulait montrer, la réalité de l'inaction climatique, des enjeux. Donc voilà, c'était de sortir le portrait du président dehors pour montrer. Est-ce qu'à votre connaissance, l'Élysée et le président de la République lui-même a été sensible à cette affaire-là ? Parce que lui, ce président de la République, qui est relativement jeune, il a une 40aine d'années, et il est très friand apparemment de réseaux sociaux et de contact avec les jeunes, même s'il a du mal à l'établir. Est-ce que cela a quelque chose qui l'a alerté ou qui a alerté l'Élysée ou l'exécutif, à votre sens ? Ça avait fait beaucoup parler au moment où il y a eu les décrochages de portraits. Il y avait quand même eu beaucoup de... Enfin, c'était passé à la télé, il y avait eu beaucoup d'informations là-dessus. Oui. Donc je pense que oui, il y avait eu
un résultat médiatique important. Donc ça avait dû gêner un petit peu. Oui. D'accord. Vous êtes à temps plein, porte-parole porte-parole non pas du gouvernement, mais de Alternatiba, ou vous avez une autre activité à côté? Je suis étudiante à côté et on est plusieurs à être porte-parole dans le collectif. Étudiante en quoi? Je suis étudiante en lettres, histoire de l'art à l'université. Quel est votre auteur préféré? Ah. J'aime beaucoup Aragon. Aragon. Voilà. Ouais. Et non, il y a la... Poète, Parti communiste français. C'est ça. Ouais. Henri-David Thoreau? Je connais beaucoup, moi. Bon, c'est plutôt historique. De la désobéissance civile, mais c'est 1800 quelque chose, 1880. C'est plutôt un politologue. Voilà, et puis on a Alex Monvernet comme militant. Donc Alex, dites-nous qui vous êtes, dans quoi et pour qui vous militez, et pour quelle cause? Eh bien, je suis militant donc, au sein d'une association qui s'appelle RAP, Résistance à l'agression publicitaire, que j'ai intégrée en fait suite alors déjà à ma sensibilité pour la cause anti-publicité, mais aussi suite à des déboires judiciaires, notamment en tant qu'activiste avec Alternatiba et Environ, sur une action pour lutter contre la publicité dans l'espace public, et qui m'avait valu la garde à vue puis un procès. Et donc je suis aussi activiste au sein du même mouvement que Tatiana. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans la publicité? Beaucoup de choses. Quoi? Il y a énormément de choses, mais la principale chose qui m'a fait prendre conscience des méfaits de la publicité, c'est cette incitation permanente à consommer ou même à transmettre une certaine vision du monde. Et moi j'étais depuis toujours, même avant d'être militant, très agacé par les différents spots publicitaires et les nombreux messages publicitaires qu'on pouvait recevoir tous les jours. Et en fait, dans l'espace public, ça m'a toujours agacé un peu plus qu'ailleurs, parce qu'en fait, je lutte aussi contre la publicité dans les autres espaces, mais s'il y a de la publicité à la télévision, à la radio, sur mon ordinateur, sur mon téléphone, c'est déjà assez agaçant, mais je peux le couper ou changer de chaîne ou arrêter cette activité. Par contre, dans l'espace public, quand je marche, quand je fais du vélo, quand je prends ma voiture, et là, j'ai pas la possibilité de ne pas recevoir ce message-là. Et donc ça, c'est pour moi clairement quelque chose qui va contre nos libertés de ce qu'on appelle de non-réception. Vous accepteriez quelque part la publicité à la télévision ou sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, mais de préférence pas dans votre espace public, dans notre espace public? Alors, ce que porte RAP, Résistance à l'agression publicitaire, c'est de dire qu'il faut que le citoyen ou la citoyenne puisse choisir si elle va voir une information. Donc par exemple, c'est sur la taille des panneaux publicitaires et donc les réduire à ce qui est autorisé pour l'affichage associatif. Oui. Donc c'est des dimensions qui sont largement inférieures à ce qu'on a aujourd'hui dans l'espace public. Et après, en tant qu'individu, moi je suis agacé de quasiment la totalité des publicités qui essayent de nous vendre quelque chose constamment, ou de nous vendre tout simplement une vision de la société qui n'est plus raisonnable dans le contexte de l'urgence climatique. Parce qu'en même temps, on a fait il y a quelques jours une émission avec des spécialistes de la communication des ONG, en particulier avec le fondateur d'une ONG qui s'appelle Publicité sans frontières, non pas publicité, pardon, Communication sans frontières, et donc on disait, oui mais le constat, c'est que la publicité, elle est partout. Alors, elle est certes sur les panneaux publicitaires dans notre espace public, y compris à la campagne, sur les autoroutes, partout, mais elle est aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si je vais sur Facebook, si je vais sur tel ou tel réseau social, boum, tout d'un coup, je vais avoir un écran publicitaire. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, cette publicité, est-ce qu'elle ne fait pas partie de notre système de fonctionnement interne auquel on est habitué, et vous encore plus, votre génération, je veux dire, encore plus que la mienne par exemple, et est-ce qu'il est possible de lutter contre? Il est possible de lutter contre, la preuve, on est plusieurs à le faire et on obtient certaines victoires. Après, ce qu'il faut savoir, vous le disiez très bien, c'est qu'on reçoit en moyenne par jour entre 1200 et 2200 messages publicitaires, donc effectivement ça a un impact sur nous. 1200 je ne pensais pas que j'en avais tant déjà dans le crâne. Entre 1200 et 2200 par jour. Oui. Et on s'en rend même plus compte parce que, comme vous le disiez très bien, ça fait partie en fait de notre environnement. Après, on luttait dans l'espace public parce qu'on pense qu'il y a des premières victoires à obtenir très concrètes qui nous permettent ensuite d'aller sur d'autres victoires. Parce que si on s'attaque au système publicitaire en soi, qui est présent partout,
c'est une trop grosse montagne d'un seul coup. Donc il faut d'abord engranger des victoires, engranger des militants, des soutiens. Parce que quelque pouvoir part, aller chercher d'autres victoires. quand vous utilisez par exemple cette méthode qui consiste à décrocher l'image d'un président de la République, est-ce que d'une certaine manière, vous n'êtes pas en train de faire de la publicité pour votre cause ? C'est-à-dire, est-ce que vous n'utilisez pas les moyens publicitaires, c'est-à-dire un truc un peu choc, un peu provoque, pour attirer l'attention sur vous ? Oui. C'est de la sensibilisation, après de l'interpellation. Mais la différence, c'est que nous, derrière, on n'a rien à vendre. On ne va pas inciter les gens à la consommation. On veut mettre en évidence des réalités, des choses. On veut que ça touche un public important, où ça peut se rapprocher des moyens justement de la publicité qui ont ce même but de vouloir avoir beaucoup de gens qui voient quelque chose. Mais après, derrière, dans le fond, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on veut. Voilà. La grande différence, d'après moi, en tout cas, nous, on se revendique de l'intérêt général. Et par exemple, on n'est pas contre ce qu'on appelle malheureusement encore de la publicité, mais pour des événements culturels qui nous permettent de faire société et de poursuivre ensemble. Donc, comme le disait très bien Tatiana, on n'a rien à vendre et on n'est pas en train d'essayer de formater les gens ou quoi que ce soit. Vous avez à vendre non pas un produit que je vais payer, encore que vous allez me réclamer une adhésion ou un truc de soutien ou je ne sais quoi, mais vous avez à vendre, j'allais dire votre idéologie, c'est peut-être pas le mot qui convient, enfin vos intérêts, vos croyances, vos convictions. Quelque part, vous avez à les vendre. Mais dans l'intérêt général. C'est-à-dire que oui. nous, on porte une vision de l'intérêt général qui est certes une vision pour poser un débat démocratique. Et ça, aujourd'hui, dans les conditions actuelles du système dans lequel nous vivons, ce débat démocratique n'est pas possible tel quel. Donc on utilise effectivement des moyens pour communiquer, mais qui ne sont pas... en tout cas, ce n'est pas contre ces moyens-là qu'on lutte. Et on ne va pas lutter, par exemple, contre un spectacle culturel qui vient faire sa publicité sur un espace qui serait en plus réglementaire. Je comprends. Et donc, parmi ces moyens, eh bien, il y a le moyen de ce qui est convenu d'appeler la désobéissance civile, c'est-à-dire, quelque part, le non-respect du droit pour attirer sur soi l'attention. Et je me tourne donc vers Maître Fourré. Thomas Fourré, vous avez eu l'occasion de défendre aussi bien des décrocheurs que d'autres militants poursuivis pour des faits de cette nature. Votre opinion d'abord, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que citoyen. Sur l'action des militants dont vous venez de parler ? Oui. Je pense que... Alors moi, à titre personnel, par exemple, le combat, quand j'ai défendu Alex Monvernet, c'est vrai que ça m'a fait... Il y a plein de choses que j'ai découvertes à ce moment-là. Vous avez été l'avocat d'Alex, hein ? Oui, j'ai été l'avocat d'Alex Monvernet quand il était poursuivi. Il a expliqué, alors je n'étais pas son avocat en garde à vue, mais lorsqu'il était poursuivi au tribunal correctionnel pour dégradation d'un bien public. Là, par exemple, à cette occasion, alors moi je suis un peu plus âgé que Alex ou que des autres personnes que j'ai défendues, mais c'est vrai que ça m'a fait découvrir des choses, et en plus il y avait une problématique à Lyon sur l'affichage vidéo, sur les panneaux vidéo. Il y avait toute une problématique qui était en train de se mettre en place, et la question de savoir si ça devait être réglementé, comment, et le combat d'Alex et des autres militants s'inscrivait dans cette logique, parce qu'il y avait un débat public en cours à Lyon sur ce point. Affichage vidéo, c'était quoi ça ? C'était la possibilité, alors donnée par le Grand Lyon, qu'on ait des panneaux vidéo actifs en permanence dans la ville. Alors il y a déjà ça dans le métro lyonnais, la question se posait de savoir si la métropole de Lyon allait autoriser l'implantation de ces panneaux publicitaires vidéo. Alors c'est Times Square, quoi. C'est comme à New York, vous avez l'image qui fait rêver, mais voilà, si c'est dans votre rue, dans une ville française, pour l'instant, il y a des questions qui se posent, et donc le combat et l'action qu'avait menée Alex Monvernet et les autres militants était pour sensibiliser à cette problématique. Et
moi, avocat ou citoyen, je ne sais pas, mais en tout cas, le citoyen s'était intéressé à cette question. Après, s'agissant des décrocheurs de portraits, je veux dire, dans un premier temps, j'avais trouvé l'action sympathique, quoi, rigolote, pour parler simplement, peut-être comme tout le monde. Puis c'était le but aussi, hein. Il y avait un côté un peu potache aussi de s'introduire dans les mairies, de prendre le portrait, de le promener dans certains coins de France pour lui montrer les effets du dérèglement climatique. Après, je l'ai pris moins à la rigolade quand il y a eu alors là, c'est plus l'avocat qui parle, mais quand j'ai assisté ces personnes et la violence de la machine judiciaire à leur encontre. Voilà, alors moi j'ai l'habitude, c'est sûr, je fréquente les palais de justice tous les jours, mais c'est vrai que voir ces personnes qui s'impliquent, qui font un acte anodin et qui emportent cet objet et après qui se retrouvent en garde à vue, où on va faire des perquisitions chez eux, où on analyse leur conversation, leur ligne téléphonique pour retrouver où ils étaient, pour les confondre. C'est vrai que il y a eu ce décalage-là, la violence de la justice. Tatiana a parlé de 130 actions, alors je ne sais plus combien il y a eu de procès, moi j'en ai suivi quelques-uns, mais il y a eu ce décalage et j'ai eu moins envie de rire, quoi, parce que derrière il y avait des militants, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui souhaitaient alerter, hein. Alors vous parlez de publicité, mais on peut parler aussi d'alerte, et qui au final se retrouvaient devant un procureur, devant un magistrat, des fois 3, puisque s'agissant des décrocheurs de portraits à Bourg-en-Bresse de mémoire, ils avaient été poursuivis pour vol en réunion, et je ne sais plus la troisième circonstance aggravante, mais était à 10 ans encouru quand même. Donc on est passé devant 3 magistrats. Ils auraient pu être condamnés en théorie. La peine maximale, c'était 10 ans. 10 ans maximum. Oui. Donc, et là, bon, j'ai eu moins envie de rire, quoi. Donc je pense aussi que mes clients, les militants ou de France, je pense, avaient moins envie de... Le côté potage, tout d'un coup, devenait un peu plus... disparaissait, parce qu'en face à ce bien dérisoire, il y avait une réponse complètement disproportionnée. Dérisoire, mais symbolique. Oui, mais dérisoire. Donc... Voilà, il y a eu ces sentiments mêlés, quoi. Et puis aussi, en tant qu'avocat, on peut le dire aussi, le plaisir de participer à une action collective, d'échange avec des gens différents, et puis de creuser aussi différents arguments en droit. Alors peut-être que vous allez m'interroger là-dessus, mais c'est vrai aussi, juridiquement, c'était assez intéressant. Voilà. Globalement, votre opinion sur la réaction des magistrats quand à Bourg-en-Bresse, le juge, le président de la chambre correctionnelle qui est saisi de cette affaire, se retrouve avec un vol en réunion, par exemple, donc susceptible d'une peine maximum de 10 ans d'emprisonnement. Quelle est sa réaction globalement ? On a eu tout. Alors moi, j'ai participé à plusieurs procès dans la région Rhône-Alpes, et c'est vrai que l'attitude des magistrats, alors là vous parlez de Bourg-en-Bresse, mais chaque magistrat a eu un peu son positionnement. Alors ce qui est aussi et c'est ça qui est difficile à expliquer aux militants, c'est que la justice reste humaine. Donc vous avez des magistrats qui sont à l'écoute, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui ont envie de se débarrasser de ce dossier, d'autres qui ont envie de s'y intéresser. Donc on a eu, avec ma petite expérience, oui, j'ai eu des procès, on a assisté à des procès complètement différents. Donc j'aurais du mal à vous dire s'il y a une réponse type et une attitude type. De toute façon, il y avait une volonté des personnes qui comparaissaient de s'expliquer. Des fois, ils ont été entendus. Des fois, ils ont trouvé des magistrats qui n'étaient pas à l'écoute. Globalement, on a eu une écoute. Après, on a eu des décisions. Alors, des fois, les magistrats n'étaient pas à l'écoute, mais on avait des bonnes décisions. Enfin, il y a une part d'aléatoire, mais bon, dans la justice, c'est toujours comme ça. Mais, donc, j'ai pas eu un sentiment. J'ai eu des procureurs très virulents, d'autres qui n'en avaient rien à fiche, d'autres qui s'excusaient d'être là. Enfin, voilà, il y a eu un peu toutes les situations. Avec nous, en tout cas, de notre point de vue, moi, on était avec d'autres avocats, les militants étaient en collectif, mais nous aussi, on s'est placé dans un collectif d'avocats. On était plusieurs à chaque fois pour essayer de porter la parole de ces militants. Et c'est vrai que nous, à chaque fois, en tant qu'avocats, on a essayé de soulever des questions juridiques nouvelles, ou en tout cas sous un autre angle, parce que... ou certaines aussi qui avaient déjà été plaidées, mais aussi parce que l'état du droit est en train d'évoluer. Donc on essaye, avec mes confrères, d'apporter cette petite pierre à l'édifice, et on attend, puisque là on est le 27 mai, et on aura l'arrêt de la Cour de cassation dans quelques semaines, puisque l'audience est prévue le 23 juin. On la suit ce matin. Alors on va y revenir dans quelques temps.
c'est-à-dire après la reprise, on va faire une première interruption musicale et on va demander à notre improvisateur de génie qui s'appelle Alain Pierre de quelle manière, lui, musicalement, il voit la désobéissance civile. Voilà, merci Alain Pierre pour cet intermède musical. On revient avec vous, merci d'être avec nous. On revient avec un avocat, Thomas Fourré, avec Tatiana Gill, qui représente Alternatiba à Vérone, et avec Alex Monvernet. Alors, on avait commencé à aborder, Thomas Fourré, la question des moyens juridiques, c'est-à-dire des questions juridiques qui étaient derrière cette désobéissance civile. Alors avant qu'elles soient juridiques, ces questions, elles sont évidemment d'abord politiques, puisque tous ces jeunes, tous ces gens qui utilisent la désobéissance au droit pour un acte militant le font, comme le disait Alex tout à l'heure, dans un but d'intérêt général. Alors, on pourrait à la fois dire quelques mots historiquement, je ne sais pas, de vos grands prédécesseurs. Je parle de Gandhi, je parle de Martin Luther King, pardon pour vous associer à leur nom et à leur mémoire. Et puis ensuite, les moyens juridiques que l'on peut utiliser, que l'homme de loi peut utiliser, pour essayer quelque part de convaincre le juge d'aboutir par exemple à une relaxe, c'est-à-dire de ne pas condamner. Comment fait-on pour donner à un juge envie de ne pas condamner ? Comment on fait ? Nous, on fait pas grand-chose. Hein. C'est d'abord les prévenus, les personnes poursuivies. Alors, jeunes ou moins jeunes, hein, parce que à la table, ils sont jeunes, mais il y en a certains que j'ai défendus qui étaient plus âgés que moi, donc ça touche toutes les générations et toutes les populations. Donc, on a essayé de faire... Déjà, les clients expliquaient pourquoi ils le faisaient. Militantisme, prise de conscience personnelle, collective, un chemin intellectuel récent.
lent ou plus long. Donc on a chacun a pu exposer ce pourquoi il avait décidé d'enfreindre la loi, puisqu'il savait aussi qu'en théorie il commettait un délit. Ensuite on essayait aussi à chaque fois comparaissait des témoins au cours des audiences qui venaient expliquer soit l'urgence climatique, c'est-à-dire à partir de leur point de vue de scientifiques qui expliquaient le dérèglement climatique et les conséquences. Ça peut être sur la montée des eaux, sur les glaces, sur la température, chacun dans leur domaine d'expertise différent. Et on a eu aussi, ce qui était intéressant, des personnalités publiques, politiques, qui pouvaient expliquer aussi la difficulté pour l'État, ou lorsqu'on travaille au sein de l'État, lorsqu'on est ministre, parlementaire, pour que l'état de droit change et que les hommes politiques, enfin en tout cas que l'État prenne conscience de ce dérèglement. Donc c'était à chaque fois les deux arguments, enfin les deux axes d'attaque avant qu'on puisse développer nos moyens de droit, et on en a développé deux principalement, la question de l'état de nécessité, et dans un deuxième temps parce que la jurisprudence, la position de la Cour de cassation nous a permis d'investir un autre champ de défense, c'est-à-dire qui consiste à justifier ces comportements au nom de la liberté d'expression. Donc deux axes, état de nécessité et liberté d'expression. Alors on va reprendre, si vous le voulez bien, puisque quelque part vous m'avez annoncé votre plan, ces deux termes. D'abord, l'état de nécessité, ce n'est pas un moyen juridique nouveau. Je crois qu'il a été utilisé il y a bien longtemps pour justifier par exemple un vol de pommes. Oui, alors on a, en effet, c'est là. Bon, je ne vais pas revenir sur la jurisprudence du bon juge Magnot, puisque c'était ça, je pense auquel vous faites référence. C'est pas un pomme, c'est un bout de pain, mais en effet, la question de savoir, l'état de nécessité a été créé par le juge pour c'est un fait justificatif en droit, c'est-à-dire un événement qui permet de justifier de commettre une infraction, et en considérant que face à un péril grave et imminent, on n'a pas d'autre choix que de commettre une infraction. Donc dans notre hypothèse, c'était de dire que face au dérèglement climatique, face au réchauffement climatique, on n'a pas d'autre choix que d'emporter, de voler, de dérober, d'emprunter le portrait du président de la République. Alors, le débat s'est posé, évidemment, sur la question de savoir est-ce que, face au dérèglement climatique, il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans les mairies voler les portraits. C'est les débats qu'on a eus devant les juges. Alors, on savait que, je ne vais pas éventer un secret de polichinelle, mais on savait que là-dessus, on pouvait nous opposer d'autres arguments. Après, ce qui a été intéressant, et je parle des procès qu'on a on n'est pas obligé de décrocher un président de la République quand on est pour le respect par la France de ses obligations. Oui, c'est revenu souvent dans la bouche des magistrats, en particulier à la Cour d'appel de Lyon. On dit, mais il n'y a pas autre chose à faire. Oui. Et alors, je me rappelle d'une militante du Beaujolais qui m'a dit, on nous disait, voilà, pourquoi vous pouvez aller voter, vous pouvez vous investir dans la vie publique. Et j'ai une militante là qui récemment, avec qui j'étais en contact, Anne-Sophie Trujillo, qui m'expliquait, qui se présente au régional. Et elle me dit, voilà, comme ça, quand je retournerai devant le juge, je pourrais lui dire, regardez, je me suis investi dans la vie publique, je me présente aux élections. Donc voilà, le chemin, c'est un échange aussi qui est intéressant, puisque les militants continuent à réfléchir à ce qui s'est passé à l'audience. Donc on a défendu cet état de nécessité, mais avec... C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce qu'on a expliqué aux clients, c'est que on a eu des décisions intéressantes. En tout cas, par exemple, je me rappelle la décision de la Cour d'appel de Lyon qui a pu considérer dans son arrêt de janvier 2020 que le péril imminent, c'était le réchauffement climatique. Donc la première condition de l'état de nécessité, du fait justificatif, était remplie en l'espèce parce que le juge, quand même, un juge judiciaire a pu dire, ce qui se passe autour de nous, le réchauffement climatique constitue un péril grave et imminent, un péril de vie. Et ça, pour moi, c'était en tout cas, en tant qu'avocat, et c'est ce que j'expliquais aux clients, parce que des fois, ils étaient condamnés, donc ils se disent, mince, on a perdu. Je dis, non, on n'a pas perdu. On a déjà un juge judiciaire qui vient vous dire que ce que vous dites et ce que disent les scientifiques, c'est vrai. Après, il manque peut-être la première partie du fait justificatif. Voilà, on va demander peut-être à notre porte-parole présente avec nous de lire une motivation d'un juge. Je vous propose de lire ça, si vous le voulez bien, Tatiana, parce que ça me paraît très intéressant, justement, de voir de quelle manière les avocats peuvent faire qu'un juge, enfin les avocats, et vous tous,
vous êtes aussi des avocats de vos causes, parviennent à justifier un acte qui, au départ, est un acte de désobéissance civile, c'est-à-dire de non-respect du droit. Est-ce que vous pouvez nous lire ce petit paragraphe-là ? Oui. En effet, dans sa décision de lundi, dont le parquet a fait appel, le juge motive le choix de la relaxe en évoquant les manquements de la France et la nécessaire réaction des citoyens. Face aux défauts de respect par l'État d'objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, le mode d'expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire lors des échéances électorales, mais doit inventer d'autres formes de participation. Voilà donc un juge qui arrive à dire ça dans une décision officielle qui l'engage, c'est assez fort, puisque la réaction normale, évidemment, c'est de dire vous n'avez qu'à voter, vous n'avez qu'à vous présenter aux élections. C'est comme ça qu'on participe à la vie démocratique dans nos systèmes. Eh bien non, lui dit ça ne suffit pas, mais il y a d'autres formes de participation à la vie politique, bon, on le savait, mais le juge l'écrit. Donc ça, c'est intéressant. Le recours aux motifs légitimes, au péril grave et imminent, qui sont des termes juridiques qu'on utilise évidemment dans d'autres cas, est aussi très intéressante. Et c'est là que vous le disiez tout à l'heure, il y a comme un nouvel état du droit qui est en train de se mettre en place, me semble-t-il. Je ne sais pas, je ne veux pas faire parler que l'avocat, parce qu'il ne faut pas que les avocats toute la journée, confisquent la parole. Lui, alors lui, on va lui laisser se reposer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous, en tant que citoyen ? Sur l'évolution du droit ? Oui. Ça fait partie, en fait, du panel de conséquences de nos actions. C'est-à-dire que les actions de désobéissance civile partent du principe que si on avait juste à faire du plaidoyer, juste à convaincre nos adversaires, probablement qu'on aurait déjà gagné. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce qu'on pense qu'on a des arguments et une vision face à l'urgence climatique qui imposent normalement des choix. Et aujourd'hui, ces choix et ces actions ne sont pas faites. Donc on se dit que... Vous voulez dire, il ne devrait même pas y avoir de discussion, c'est tellement évident. Non, ce péril grave et imminent de ce qui est en train de nous tomber sur la tête, ça a déjà commencé d'ailleurs avec la pandémie, vous êtes au courant. Il ne devrait même pas y avoir de discussion, le juge devrait automatiquement nous donner raison. Non, pas forcément le juge, là, c'était pour expliquer les actions. Et d'accord, de se dire, les actions, oui. Et c'est pourquoi on va faire ces actions-là. Donc oui. en fait, on essaye par d'autres moyens qui sont légaux de se faire entendre. Pour autant, on n'arrive pas à se faire entendre et il n'y a pas d'action à la fin. Donc, on utilise la stratégie de la désobéissance civile pour pouvoir se faire entendre et qui va permettre, alors, soit de contraindre nos adversaires, qu'ils soient un État, une multinationale, une collectivité locale, à agir. Mais aussi, il y a une autre possibilité, et donc là, les décrochages de portraits le montrent aussi, c'est que le droit évolue. Ça s'est montré dans l'histoire sur diverses affaires. Et là, par exemple, de reconnaître l'état de nécessité sur une action aussi anodine que les décrochages de portraits nous permet d'imaginer d'autres actions qui vont faire évoluer le droit dans le sens que l'État ne pourra plus faire qu'agir contre le dérèglement climatique, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Autres actions, par exemple ? Autres actions, il y en a plein. Oui. Il y en a plein. Par exemple, pour leur faire un petit coup de publicité, on a des activistes là, suite à une action le 3 octobre qui étaient allés, comment ils formulaient ça, ils voulaient clouer les avions à terre. Et donc on a, je crois qu'ils sont 6 à Paris à être en procès le 24 juin, donc le lendemain de la cassation des décrocheurs, pour s'être introduits sur un tarmac d'aéroport et en voulant justement dénoncer le fait que aujourd'hui on nous invite, via la publicité notamment, mais via plein d'autres canaux, de prendre toujours plus l'avion, si possible sur un week-end et à l'autre bout de l'Europe, ce qui n'a plus trop de sens en fait dans un contexte d'urgence climatique. Voilà, donc ils sont introduits sur un tarmac pour bloquer la circulation aérienne et évidemment les forces de sécurité les ont... et donc ils vont plaider ça, ils ont plaidé quoi ? Je ne sais pas ce qu'ils vont plaider exactement, ça sera le 24 juin à Paris. Et pour le coup, je ne suis pas dans les petits papiers de leurs avocats, mais très, très certainement que l'état de nécessité et la liberté d'expression en feront partie. Peut-être d'autres je ne connais pas assez bien le droit pour dire ce qu'ils pourraient plaider, mais
Voilà. Et peut-être trouverait-il un juge de première instance qui accepterait de se mouiller, pardon pour l'expression, et de dire état de nécessité, mais il sera évidemment, si jamais on en trouvait un, contredit en appel par le juge de la Cour d'appel ou a fortiori par le juge de la Cour de cassation, qui doit faire une unification du droit et qui doit, qui est comptable aux yeux des citoyens et du système de la cohérence du droit. Et donc c'est là que c'est intéressant, parce que notre droit est dans une mutation, là, ici comme ailleurs. Vous m'interrogez ? Oui. Alors, je vais vous répondre. Donc, oui, alors c'est intéressant sur... il y a eu la relaxe de Lyon, il y a d'autres relaxes qui sont en train de tomber, en particulier à Agen, Valence, et c'est intéressant, mais c'est pas sur l'état de nécessité. C'est vrai que le jugement que vous avez cité, qu'a cité Tatiana tout à l'heure de Lyon, a été un peu un coup de semonce. Après, les autres décisions qui ont prononcé de relax sont plutôt au nom de la liberté d'expression, mais alors qui sont très intéressantes aussi, évidemment, mais qui ont... on a bon espoir en tout cas sur cet argument, parce que la position de la Cour de cassation a évolué l'année dernière, et sur cette question de la liberté d'expression, de justifier une infraction par le fait que l'auteur présumé de l'infraction ne l'aurait faite que pour user de sa liberté d'expression. Et donc c'est la deuxième voie qu'on est en train d'employer, que les plaideurs sont en train d'employer avec leurs clients à travers toute la France. Et l'arrêt de la Cour de cassation qui va intervenir cet été sur les dossiers de Bourg-en-Bresse, de Lyon et de Bordeaux va, donner pour la suite des procès, puisque on va avoir une position officielle de la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut décrocher les portraits ? Est-ce que c'est nécessaire ? Ou deuxième point, est-ce que c'est la simple moyen pour ces personnes d'user de leur liberté d'expression ? Voilà. Et que dit, par exemple, la Convention européenne et la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question ? Est-ce qu'elle a été saisie ? Est-ce qu'il y a un début de jurisprudence ? Il est très probable que si la décision de la Cour de cassation est défavorable, que les plaideurs, les militants aillent saisir la Cour européenne à Strasbourg pour qu'elle se prononce sur cette question. Après, ça sera dans quelques années, mais il est très vraisemblable qu'on ne laissera pas les choses en l'état, et que si on a un résultat négatif, mais enfin, je ne suis pas dire que je suis optimiste, mais quand Alex Monvernet dit que le droit est en pleine mutation, oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire sur la prise de conscience des citoyens. J'espère que c'est une petite pierre qui fait avancer, mais aussi au niveau du droit, c'est évident que quand on prend les premiers procès qui ont eu lieu juste après les décrochages, donc c'était 3-4 mois après, et quand on voit le chemin parcouru depuis, ça fait bon de voir fleurir des relaxes à travers toute la France. Oui. Oui, parce que je vois, par exemple, sur le terrain du motif légitime, le juge qui accepte de dire quels sont les objectifs perçus comme minimaux pour que ce soit un motif légitime d'une action, évidemment, interdite par la loi. Eh bien, en matière de défense de l'environnement, le juge s'appuie sur les engagements pris par l'État français sur ce domaine de la défense de l'environnement, qui, selon les militants écologistes et décrocheurs de portraits, ne sont pas respectés. Et le magistrat reprend lui-même dans son jugement les chiffres qui démontrent 3 manquements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre, pas assez réduites, en matière d'une part trop faible d'énergie renouvelable dans la consommation, et puis sur le terrain du fait que la France n'est pas assez efficace sur le plan énergétique. Donc c'est intéressant d'avoir des décisions de cette nature-là, parce qu'on voit que notre jurisprudence, comme disent les juristes, c'est-à-dire l'ensemble des décisions des tribunaux, et en même temps la manière d'interpréter le droit, donc quelque part la réalité politique de ce pays est en train de bouger. Ça vous fait plaisir, Tatiana ? Que ce soit autant mis en avant et reconnu, qu'aujourd'hui l'État ne fait pas assez pour la cause climatique, c'est
c'est important et c'est important que ce soit vu et reconnu partout. Là, cette année, on a organisé très dernièrement des manifestations pour une vraie loi climat parce que on a eu donc ce qui est annoncé comme le dernier projet de ce gouvernement pour le climat et qui est un désastre, encore une fois, alors qu'ils avaient des propositions de 150 citoyens où ils avaient promis qu'ils allaient retenir ces propositions, des propositions qui avaient été importantes, qui allaient dans la bonne direction et où ils ont finalement retenu que très très peu de propositions. Voilà. Donc c'est aujourd'hui qu'on arrive à montrer donc, dans des manifestations qu'il y a donc aussi la population qui reconnaît l'inaction climatique, qu'on la montre dans nos actions, qu'on la montre partout, mais que la justice aussi reconnaît l'inaction climatique du gouvernement et donc on est légitime de faire ces actions. C'est important, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux actuellement en termes... je ne veux pas vous faire dévoiler des secrets, évidemment, parce que les renseignements généraux nous écoutent, vous écoutent. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux actuellement sur le terrain, par exemple, de cette loi climat ou des actualités les plus fraîches du point de vue toujours de la désobéissance civile, c'est-à-dire d'actions que vous prévoyez pour les mois et les années futures? Cette année, on s'est avec Alternatiba and Vérone, on s'est beaucoup mobilisé contre l'implantation d'un entrepôt Amazon sur Saint-Exupéry, mais c'est aussi un combat qui est porté par Alternatiba et les Amis de la Terre. Alors vous avez fait quoi là pour Amazon? Alors on a fait beaucoup de choses. Il y a eu blocage d'entrepôts d'Amazon pendant le Black Friday il y a un an. Oui. Et on est allé voir les élus de la communauté de communes de l'Est lyonnais, donc, qui ont accepté qu'il y ait un entrepôt Amazon qui arrive ici. On a fait aussi de l'interpellation de députés. On est allé devant les permanences des députés qui devaient prendre donc, une décision au niveau national de faire un moratoire sur les entrepôts Amazon. Donc ça, c'était aussi une c'est parfaitement légal d'aller interroger son député. Voilà, mais là, dans les circonstances, c'était pas totalement légal vu que c'était pendant le Covid, et donc on n'était plus de 6 à ce moment-là. D'accord. Voilà, dans la rue. Dans la rue, etc. D'accord. Voilà. Vous aviez des masques? On avait des masques et on avait même installé, on avait fait en sorte. Là, vous l'avez pas, et moi non plus, et lui non plus. Il n'y a que Maître Fourré qui se dit « Oh là là, le bâtonnier va me tomber dessus, je mets mon masque. » Non, on faisait très attention parce qu'on fait participer des citoyens à nos actions. On est tous des citoyens qui participons aux actions. Donc on essaye de faire en sorte que que tout le monde puisse se sentir de participer. Et là, donc, on avait même fait en sorte de ne pas trop se croiser. On avait fait un parcours pour venir déposer des cartons et au final afficher. D'accord. Il y a de la tactique aussi. Chose, oui. Il y a de la tactique chez les militants. Bien sûr. Ouais. Des exemples, Alex? D'actions en cours? Ouais. Dernièrement, donc, sur cette loi, cette loi dite climat, issue de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait, je sais plus, une dizaine de mesures qui touchaient de près ou de loin la publicité. Et bien sûr, aucune ou presque, et je pourrais revenir sur celles qui ont été retenues, mais qui sont complètement anecdotiques, voire c'est de l'endormissement, si je peux dire ça poliment. Et on a fait donc à Lyon, qui est une des places fortes en France de l'antipub, on est allé recouvrir 149 panneaux publicitaires avec un message clair qui était que Macron est sans filtre, mais avec les publicitaires. Et pas juste. Attendez, Macron est sans filtre? Avec les publicitaires. Avec les publicitaires. C'est-à-dire qu'il reçoit les demandes des publicitaires de manière sans filtre. Oui, sans masque? Voilà, il les accepte, parce qu'il avait promis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse phrase, j'accepterai les 149 propositions de la Convention citoyenne sans filtre. Oui. Ah oui, sans filtre, c'était des propos de Macron lui-même. Donc nous, on a repris ses propos en disant qu'il les acceptait, mais plutôt les demandes des publicitaires. Macron bout filtre. Voilà.
D'accord. Et alors, ces panneaux, c'était des panneaux de la métropole de Lyon, non? Oui, c'était des panneaux de la métropole de Lyon. Et c'était quoi? Qu'est-ce que vous aviez mis sur ces panneaux? En fait, on avait recouvert d'une affiche de la taille du panneau, donc assez grande. Je ne sais plus le format en tête des panneaux, ça doit être 120 par 180. Oui. Et c'était une affiche avec un message très clair, qui était celui que je vous ai donné. Macron s'infiltre avec les publicitaires. D'accord. Et ça avait recouvert quoi? De publicité, ouais. Donc ça venait occulter le panneau. D'accord. Donc, en plus du message qu'on pouvait envoyer, ça permettait que pendant les quelques jours où le panneau resterait recouvert, puisqu'en fait on sait à quel moment les salariés et les employés de JC Déco passent dans la semaine. Donc si on vise le bon jour, l'affiche peut rester 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et donc là ça occultait la publicité qui était sur le panneau. Bon, ça reste de l'action symbolique. Donc vous avez été poursuivi là-dessus? Non, ça c'était une action qui... Heureusement, toutes les actions qu'on fait n'aboutissent pas à des poursuites? N'aboutissent pas forcément à des poursuites, et ça on essaye de l'anticiper en fait. Il y a des actions, par exemple sur l'action qui m'a valu un procès, on l'avait anticipé en se disant que ça pouvait entraîner des poursuites et un procès. Les décrochages de portraits, pareil, c'était anticipé qu'il pouvait y avoir des poursuites. Et ça fait partie de la stratégie de chaque action. Il y a des actions qu'on va faire en se disant, bon, celle-ci on l'a fait, c'est plutôt pour interpeller, pour poser le débat public. Est-ce que parfois vous espérez des poursuites? On les anticipe. Alors espérer, non, ça fait partie quand on réfléchit à une stratégie, vous parliez de tactique tout à l'heure, mais nous on parle en stratégie, on essaie de deviner le prochain coup de nos adversaires. Et ensuite d'avoir un coup d'avance. Et donc ça fait partie des scénarios possibles d'avoir des procès et ensuite d'en faire une tribune médiatique pour obtenir un changement de droit ou tout simplement que la question puisse être posée dans le débat public. Un pas en avant, deux pas en arrière, on va retourner vers la musique pour voir de quelle manière notre improvisateur d'aujourd'hui réagit à ces propos corrosifs. Merci Alain Pierre pour cette musique évocatrice. Et vous, donc Nicolas Gallon, merci d'être avec nous à nouveau depuis Montpellier. Vous avez l'habitude de défendre, je crois, des clients, des militants qui sont en situation objective de désobéissance civile. Oui, tout à fait, des désobéissants qui font l'objet de poursuites pénales. Alors, sur la base de faits différents, ça peut être des collectifs anti-pub,
comme notre collègue qui était en plateau. Cela peut être également les faucheurs volontaires, par exemple, qui luttent contre les OGM ou encore contre les pesticides. Qu'est-ce que c'est un faucheur volontaire? Un faucheur volontaire, ça a été inventé sur le Larzac en 2003. Il s'agissait de lutter contre les OGM et l'idée, puisque les réunions publiques, les manifestations habituelles, les pressions sur les élus n'aboutissaient à rien, était de passer à l'acte et de montrer et d'agir sur le terrain concrètement, de passer dans une situation de désobéissance dans le sens où il s'agissait d'un acte prohibé par la loi, c'est-à-dire détruire des champs, des parcelles de maïs, de blé génétiquement modifiés. Donc le faucheur est volontaire, et le terme est important, je crois, et on est clairement dans le débat de la désobéissance civile, parce que les faucheurs assument, c'est-à-dire qu'ils agissent à visage découvert, et ils assument le geste. La plupart du temps, d'ailleurs, ils remettent à la fin de chaque action une liste avec le nom des participants, faciliter le travail de la police. Donc, plus sérieusement, pour montrer qu'ils ne cherchent pas à fuir leur responsabilité. Et d'ailleurs, on observe que tout le monde n'est pas convoqué devant le tribunal la plupart du temps parce que ça serait trop compliqué à gérer pour l'institution judiciaire. En tout cas, ils commettent un geste volontairement et ils se placent en marge de la loi volontairement. Et cet acte donne lieu à la poursuite et c'est là que nous intervenons et nous expliquons au tribunal pourquoi les faucheurs volontaires ont fauché. Voilà. C'est intéressant quand vous dites, par exemple, qu'ils remettent à la police la liste des militants qui ont participé à l'action. Du coup, on peut dire que oui, vous l'avez dit avec une certaine ironie, mais c'est vrai. Ils participent quelque part du fonctionnement de l'institution judiciaire en lui permettant d'éviter de trop longues commissions rogatoires pour aller chercher qui était là et qui ne l'était pas. Voilà. D'autres cas, donc vous avez cité les collectifs anti-pub, les faucheurs volontaires, vous avez fait quoi d'autre? Alors, sur le chemin des faucheurs volontaires, nous avons trouvé la problématique de l'ADN. Vous savez, c'est ce fameux fichier de police qui recueille l'ADN des gens qui sont mis en cause, suspectés d'avoir commis une infraction. Et cet ADN est demandé aujourd'hui, de manière générale, pratiquement à toute personne interpellée pour avoir commis un délit, y compris les militants. Très fréquemment, on rencontre des militants qui se voient demander leur ADN et deux positions. Soit on accepte d'alimenter le fichier, tant et si bien que ce fichier aujourd'hui est très important, il y a plusieurs millions de fiches enregistrées, environ 5 millions de fiches ADN, ou bien on refuse de se soumettre à ce prélèvement ADN qui se fait par l'intermédiaire d'un buvard dans la bouche. En cas de refus, il y a pratiquement systématiquement des poursuites qui sont engagées contre la personne refusée et les poursuites sont relativement lourdes puisqu'il s'agit d'un délit et les peines sont relativement importantes, jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Donc il s'agit de peines sévères. Et là encore, il faut expliquer au final pourquoi les personnes ont refusé de se soumettre à ce ADN. Et alors qu'au début, ça concernait... Pardon de vous aujourd'hui, il y a de plus en plus de refusants. Pardon de vous interrompre, Nicolas Gallon. Donc là, ils sont poursuivis pour avoir refusé le prélèvement ADN? Tout à fait. Mais alors sur quel fondement juridique? Eh bien, lorsque le législateur a créé le fichier qui s'appelle le FNAEC, Fichier national automatisé des empreintes génétiques, il a également créé l'outil permettant de l'alimenter, c'est-à-dire un délit qui réprime le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement de son matériel génétique. Donc, il y a un texte de loi spécifique, une loi spécifique qui permet les poursuites. Ça sonne un peu chinois, si vous me permettez cette expression. On a un peu l'impression qu'on est en Chine populaire, au fin fond de Wuhan, là-bas au fond, et puis qui a une espèce de législation extrêmement vigoureuse qui dit aux gens de quelle manière ils doivent se comporter. Ce n'est pas totalement faux ce que vous affirmez. C'est la raison pour laquelle on demande au juge d'arbitrer, en lui rappelant en premier lieu que le juge judiciaire est le gardien des libertés fondamentales, des libertés publiques.
Donc, on fait appel à ce pouvoir d'arbitre du juge et on fait des propositions au tribunaux, on fait des propositions visant à parfois à amender la loi en utilisant un pouvoir d'interprétation fort, parfois à faire sortir certaines personnes, par exemple des militants, de textes qui sont faits au départ uniquement pour des délinquants, en utilisant divers outils juridiques. En tout cas, l'idée est de co-construire, de proposer aux juges et de co-construire avec eux une décision de justice qui permet, alors qu'au départ, le procès peut paraître évident, le faucheur volontaire a détruit un champ qui ne lui appartient pas, d'évite destruction du bien d'autrui. Et malgré cela, on arrive à obtenir des décisions de relax, alors qu'a priori, les faits sont évidents. Ce qui veut dire que l'on a un travail avec le tribunal de co-construction d'une solution qui permet de ne pas soumettre tous les faits de manière indistincte commis par des militants au droit commun qui vise avant tout à réprimer la délinquance ordinaire. Voilà. Vous faites une distinction ici entre ce qui serait la délinquance ordinaire, comme vous le dites, et puis une sorte de délinquance en quelque sorte politique. Tout à fait. On n'est pas très heureux comme distinction, mais on est obligé de la faire. On est obligé de la faire pour demander que l'application des textes se fasse avec une certaine mesure, avec une certaine appréciation du contexte. Et d'ailleurs, le droit pénal prévoit que les textes s'appliquent en fonction de la personnalité et des faits commis. Il n'y a pas une application automatique de la loi. C'est bien ce qu'on vient rappeler au tribunal. Pas appliquer automatiquement la loi, vous devez tenir compte de la personnalité et des mobiles qui ont conduit les prévenus à commettre les faits qui leur sont reprochés. Mobile louable, mobile visant l'intérêt général, la préservation de l'intérêt général, la préservation de l'environnement, la plupart du temps dans ces affaires en tout cas. Et puis, on est très souvent confronté à des gens qui ont de fortes convictions, qui sont désintéressés, qui n'ont rien à gagner là-dedans. Et c'est ce qui compte aussi dans la décision des magistrats, c'est l'appréciation de la personnalité de ces militants, qui sont souvent impressionnants parce qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie pour des causes sans contrepartie aucune. Peut-être que vous pourriez nous rappeler à cet endroit de notre échange, et merci encore pour le faire parce que c'est très constructif, à quoi sert la jurisprudence? Qu'est-ce que c'est d'abord que la jurisprudence? Et de quelle manière cette jurisprudence a évolué et vous paraît peut-être aller dans un sens intéressant pour l'évolution de notre système juridique? Alors vous savez, il y a plusieurs sources du droit. La source principale, c'est la loi, que tout le monde connaît. Et la deuxième source, eh bien, c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. On appelle cela la jurisprudence. Et il y a des décisions qui prévalent sur d'autres parce qu'elles sont rendues par des juridictions supérieures. Et c'est là que l'on entend et que l'on dit cette décision fait jurisprudence. Et il est des cas où le juge est confronté à un vide juridique, ou alors il n'arrive pas à trouver de solution avec les outils juridiques que lui met à disposition la loi. Et c'est là que le juge peut avoir un rôle créateur et qui va établir des décisions qui vont faire jurisprudence. Alors pourquoi je vous parle de ça et pourquoi c'est intéressant? Parce que nous évoquons souvent la notion d'état de nécessité. On a peut-être dit un mot ou j'en dirai un mot. Eh bien, cette notion a été créée de toutes pièces par les juges à la fin du 19e siècle. Elle n'existait pas. Elle n'était pas prévue par les textes. Oui, Thomas Fourré en parlait tout à l'heure. Voilà. C'est créé en 1898. Ce n'est qu'en 1993 qu'elle a été codifiée, qu'elle a été reprise par les textes. Donc, on voit bien là que le tribunal, les tribunaux, donc la jurisprudence, a un rôle créateur de droit au même titre que le législateur lorsque les espaces s'offrent à eux. L'évolution de cette jurisprudence, pour vous, vous êtes optimiste? Alors, nous sommes partis de l'état de nécessité qui s'appliquait à une pauvre mère de famille qui volait du pain pour nourrir ses enfants. Cela s'est étendu en 1958 aux squatteurs qui étaient poursuivis lors de l'hiver terrible de 1956, qui étaient rentrés dans des logements sans autorisation, notamment avec la Fondation Abbé Pierre.
l'état de nécessité a été appliqué à ce moment-là. Et puis, ces dernières années, c'est une notion qui s'applique de plus en plus, ou en tout cas que l'on tente d'appliquer de plus en plus au droit de l'environnement et au contentieux environnemental, en tout cas le contentieux pénal environnemental, c'est-à-dire le contentieux des militants. Les premières décisions qui ont été rendues l'ont été au bénéfice des faucheurs volontaires, qui ont été relaxées, c'est-à-dire qui ont été poursuivis devant les tribunaux. Les tribunaux ont estimé que ces poursuites n'étaient pas fondées. Et tout cela s'est fait en s'appuyant encore une fois sur l'état de nécessité. Et on observe depuis 1 an ou 2 que cette notion juridique d'état de nécessité est reprise dans d'autres contentieux, notamment le contentieux des décrocheurs ou encore le contentieux des collectifs anti-pub. Donc oui, un optimisme parce que nous proposons aux juges de prendre cette notion qui au départ ne paraît pas évidente pour l'adapter à ces problématiques. Donc voilà ce que nous disait Nicolas Gallon, qui a une bonne expérience, puisqu'il a défendu, comme il l'a dit, des faucheurs d'OGM et puis des gens qui avaient cassé des portiques. Vous vous rappelez de l'affaire de l'écotaxe, ces portiques qui étaient censés contrôler les camions qui passaient. Alors voilà, on est un peu au bout de notre conversation. La désobéissance civile, c'est un thème très vaste qui recoupe à la fois des questions politiques et juridiques, mais fondamentalement politiques, puisque vous n'êtes pas des délinquants dans l'âme, vous n'êtes pas délinquants pour le plaisir, vous êtes des délinquants parce que ça vous paraît être utile, enfin délinquants, sauf quand vous êtes relaxé, là vous n'êtes plus, que ça vous paraît utile à votre parcours. Voilà, comment terminer? Peut-être en vous demandant, parmi les différents moyens qui sont mis à votre disposition, que vous avez, lesquels vous préférez utiliser et de quelle manière vous voyez, vous qui êtes plutôt jeune, c'est-à-dire vous avez quelque part devant vous une espérance de vie un peu plus grande que d'autres qui sont plus vieux. Et donc voilà, le monde qui s'ouvre à vous n'est pas forcément très rose. Comment vous voyez les choses, vous, Tatiana? Vous avez l'œil quand même assez vif, vous m'avez pas l'air désespéré. Non, désespéré. Non, pas désespéré, mais après, c'est pas toujours facile de se dire qu'on va y arriver parce qu'il y a beaucoup quand même de barrières sur notre chemin. Moi, une des façons d'agir que j'aime bien, donc, c'est avec... nous, on fait donc des actions, des obéissances civiles et des actions non violentes. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas forcément des obéissances civiles, c'est en plus général des actions non violentes. Exemple d'actions qui ne seraient pas... Non violentes, oui, et pas en désobéissance civile, quoi. Ben, je pense que on avait fait, donc oui, quand on avait interpellé des élus de la communauté de l'Est lyonnais, voilà, devant, on était allé, donc ils avaient un lieu de réunion, on était allé devant, où on avait montré une banderole, distribué quelques tracts. Voilà, c'était pas spécialement de la désobéissance civile. Donc voilà. Mais ce que j'aime bien, les actions moi, que je trouve qui sont assez compliquées à mettre en place, qui vont être des actions de désobéissance civile non violente, c'est plutôt des blocages, des actions directement où il va y avoir un impact très direct et très concret qui va être souvent économique. Par exemple par exemple, le blocage d'un entrepôt Amazon lors d'un Black Friday, ça a vraiment un impact tout de suite économique et ça gêne beaucoup, ça énerve beaucoup et ça fait qu'on a tout de suite un rapport au pouvoir qui est beaucoup plus important et tout de suite à voir aujourd'hui des militants, des citoyens qui ont un impact économique sur une grosse entreprise comme Amazon parce qu'ils ont un message à porter. Et ça fait que quand on va gêner comme ça une entreprise comme Amazon, on peut être beaucoup plus écouté quand on fait ce genre d'action, je pense. Voilà. Vous vous considérez comme des lanceurs d'alerte ? En quelque sorte, ouais, évidemment. Enfin, ça fait partie avec d'autres, mais justement c'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on est nombreux et nombreuses et qu'il y a une osmose à chaque fois collective, ce qui nous permet aussi de retrouver quand même ce côté plaisir, même si on désobéit pas par plaisir, clairement pas.
moi à titre personnel, avant d'aller faire une action désobéissante, en général, voilà, il y a ce côté stress, on dort pas forcément très bien, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, mais il est bon ce stress quand même, non? Le matin avant l'action, pas forcément, je vous passe les détails, mais c'est pas forcément très plaisant en soi. Ouais. Et comme le disait très très bien Tatiana, on fait pas que ça. Enfin, en fait, on fait des actions de plaidoyer beaucoup plus légales. On va faire avec Alternatiba, par exemple, la promotion d'alternatives en accueillant une AMAP dans notre lieu, l'Alternatibar. Une AMAP? Une AMAP, une association de maintien de l'agriculture paysanne. Question piège. On fait la promotion de la monnaie locale à Lyon, la Gonette. Oui. Voilà, on accueille des événements culturels dans notre lieu, donc l'Alternatibar, qui a fermé d'ailleurs pendant quasiment plus d'1 an et qui réouvre. Et ça nous fait beaucoup de bien, notamment financièrement. On essaie de recréer des communs autour de ce lieu, etc. Donc ce genre de choses, je fais un petit coup de pub, ça fait pas de mal. Il est à 126 montée de la Grande Côte à Lyon. Voilà, donc n'hésitez pas à passer nous dire bonjour là-bas. Vous voyez que vous faites de la publicité. Exactement. Aussi, hein? Et c'est pour l'intérêt général et pour promouvoir nos actions. Voilà, tout genre de choses. Et par exemple, RAP, Résistance à l'agression publicitaire, va faire toute l'année fait du plaidoyer auprès des députés quand un texte de loi passe, ou pour essayer que des lois plus contraignantes que celles qui sont aujourd'hui pour réguler la publicité dans l'espace public et même dans les autres espaces puissent voir le jour. D'accord. Vous parliez il y a un instant, Thomas Fourré, du fait que des collectifs ou un collectif d'avocats ou des collectifs d'avocats s'organisaient en quelque sorte. Donc c'est intéressant aussi parce que des collectifs différents des militants, eh bien, ça passe sur le plan de la défense à un collectif d'avocats. Il sert à quoi ce collectif d'avocats? C'est une volonté qu'on a eue, en tout cas je parle de ceux que j'ai pu côtoyer, hein, c'est que face à la multiplicité des problèmes juridiques que posait l'action des militants, on a pensé à plusieurs que c'était mieux d'échanger entre nous, tout simplement. Avec chacun, c'est peut-être spécialisé plus sur une question, il y a des questions de sensibilité, puis aussi voilà, pour pas, comme les procès se ressemblaient un peu tous, hein, parce que c'était le même mode d'action, donc il fallait aussi avoir des regards nouveaux entre nous, donc les échanges étaient fructueux, intéressants, et puis nous on fait un métier qui est quand même globalement individuel, hein. Avocat c'est un métier assez seul, assez solitaire, là c'était assez intéressant de se retrouver et de pouvoir échanger, de plaider pour plusieurs militants à plusieurs. Comment est-ce que dans son fort intérieur, l'avocat, qui peut être un militant aussi par ailleurs, associe son rôle de défenseur qui quelque part implique une certaine distanciation avec une activité de militant quand il croit à quelque chose? Alors, bon, moi je suis pas avocat militant. J'ai eu ce débat déjà avec mes clients. Oui. Voilà, je défends d'abord des clients, oui, des personnes, et après le message qu'ils portent. Alors, il vaut mieux que j'y adhère, c'est sûr, hein, c'est plus simple. Mais voilà, je pense que c'est d'abord un combat individuel qui se retrouve dans une démarche collective, mais il ne faut pas perdre de vue le point de vue du magistrat qui, lui, n'aime pas la collectivisation d'un dossier. Il juge un individu, il en juge des fois 6, des fois 2, des fois 3, mais il juge systématiquement un individu. Donc j'essaye à chaque fois d'expliquer, enfin c'est mon point de vue et c'est celui de mes confrères aussi, voilà, qu'on juge c'est eux qui doivent se défendre, et que le débat politique, ou en tout cas du militantisme, n'intéresse pas le magistrat. Lui, il va se fonder uniquement sur un débat juridique. Et il faut qu'on reste là-dessus. Après, j'ai plaisir, évidemment, à pouvoir échanger avec d'autres confrères, d'échanger sur votre plateau sur les problématiques qui existent, et peut-être de militer, j'en sais rien, mais en tout cas, j'essaye de mettre de côté le militantisme lorsque je rentre dans un palais de justice, parce que j'estime que c'est pas mon rôle, voilà, que les magistrats n'aiment pas ça, et que je suis là pour quelque part plaire aux magistrats tout en défendant mes clients. Donc c'est cette problématique que j'essaye de résoudre et qu'on essaye de résoudre. Donc après, ça fait toujours, il y a le plaisir d'échanger, de participer à un mouvement collectif et de découvrir des problématiques que je ne rencontre pas forcément dans mon activité ou dans les lectures que je peux avoir. Donc l'avocat est gagnant et le citoyen aussi. Avocat, toujours sur le fil du rasoir.
Oui, mais après, c'est ça qui est rigolo, ouais. Et qui fait la beauté du métier. Oui, la beauté, je sais pas, mais en tout cas l'intérêt, ouais. Merci à vous trois, merci à vous Alex Monvernet, merci à Tatiana Gill, merci à Nicolas Vallon et à Thomas Fourré de nous avoir accompagnés dans cette réflexion raisonnable, légère, on pourrait en dire beaucoup plus, sur la question de la désobéissance civile. Et puis on va terminer en musique, comme toujours. À bientôt. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.